Votre invitation. Je me réjouis aussi des échanges qu'on pourra avoir. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Je fais de la recherche, de l'enseignement, mais j'ai aussi une pratique clinique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le système suisse, mais en Suisse, il y a des formations après l'université de plusieurs années. Et moi, je me suis aussi spécialisée donc, dans la TCC et la psychothérapie. Puis j'ai donc en parallèle de l'université aussi un travail clinique dans un cabinet pluridisciplinaire avec voilà, de l'ergothérapie, différents professionnels et puis en parallèle ce côté plus académique, enseignement et recherche. Et j'ai choisi ce soir de vous présenter un programme qu'on a développé à l'Université de Fribourg pour soutenir les étudiants qui présentent un TDAH. Je tiens bien à mentionner que en fait, c'est un programme qui était quand même destiné aux étudiants, mais qui peut aussi aider des personnes plus jeunes et puis des personnes aussi qui sont pas étudiantes, mais qui présentent un TDAH. Donc, j'ai choisi ce programme de vous le présenter parce que derrière, il y a différents outils et je pense qu'ils pourront vous servir. Alors, je sais pas exactement ce que fait chacun de vous, mais je pense que ça peut servir dans différents domaines, pas que pour des étudiants. Je vous expliquerai aussi un peu à la fin ce point-là. Donc, on a développé un programme pour soutenir les étudiants et étudiantes qui présentent un TDAH, notamment par le biais de, un peu plus spécifiquement de mentorat. C'est un projet que on a mis en place à l'Université de Fribourg, donc au département de psychologie, avec une équipe de recherche. Donc, je présente moi ce soir, mais je les remercie aussi parce que c'est avec eux que j'ai pu mener ce projet. Donc, avec la professeure Chantal Martin-Scholl, qui elle est professeure de psychologie clinique à l'Université de Fribourg, le professeur Nicolas Ruffieux. Lui, il est aussi professeur en psychologie, mais pédagogique. Il y avait la docteure aussi Shirin Fahim, peut-être que certains la connaissent parce qu'elle a fait un bout de son parcours aussi au Canada. Et elle est docteure en neurosciences. Et puis, docteur Somaïe Ramati, elle est docteure, mais en logopédie, en orthophonie. Donc, l'idée, c'était aussi d'avoir un projet et après des outils pluridisciplinaires, hein, où on a essayé de mêler aussi le côté plus neurosciences, psychothérapie et aussi la question du langage. On a aussi créé ce projet grâce à l'aide des étudiants de l'Université de Fribourg. Je tiens à les remercier parce qu'en fait, on a co-construit ce projet avec beaucoup d'étudiants qui ont un TDAH aussi, qui l'ont relu, qui nous ont donné des témoignages, qui nous ont aidés à créer des outils par rapport à leur propre parcours, leur vécu aussi en tant qu'adultes qui présentent un TDAH. Donc, c'était un projet, certes, en lien avec une équipe de recherche, mais aussi en lien vraiment avec la pratique et puis des personnes qui présentaient ces symptômes. Alors, j'essaie de bouger un petit peu. Voilà. Ah, j'imagine que vous connaissez, alors je ne vais pas aller trop longtemps là-dessus. Si vraiment il y a beaucoup de questions, il y a mon email aussi hein, à l'UNIL pardon, à l'UNIL de Lausanne. Donc vous pouvez sans autre aussi m'écrire, hein, me poser des questions après la présentation. Donc peut-être que certains connaissent très bien, d'autres un peu moins. Donc je vais peut-être passer un tout petit peu plus vite là-dessus, mais donc le TDAH, pour que tout le monde soit au clair, hein, c'est des symptômes d'inattention, d'impulsivité, d'hyperactivité qui vont pas correspondre au niveau de développement finalement attendu pour l'âge de l'enfant. Chez l'adulte, c'est un diagnostic un peu plus complexe, souvent comorbide, où il va falloir récolter les données durant l'enfance, rétrospectivement, hein, mais où il est aussi attendu qu'il y ait eu des symptômes pendant l'enfance. On a des prévalences qui varient un petit peu aussi selon les pays, mais on est entre 4 à 5 environ chez les adultes. Et on voit que bah, les symptômes souvent vont quand même impacter à l'âge adulte, même si il y a une diminution. Il y a aussi la présentation associée au TDAH qui peut évoluer, hein. Vous savez que TDAH il peut être associé plutôt à de l'inattention, l'hyperactivité, impulsivité ou aux deux. Puis ça, il peut y avoir un changement quand même des symptômes à l'âge adulte. Mais globalement, on voit que ça va impacter notamment le travail, les études, les relations sociales et plus globalement la qualité de vie des adultes qui présentent un TDAH.
Donc, si on regarde une population étudiante, mais c'est aussi le cas d'adultes qui présentent un TDAH qui ne seraient pas étudiants, mais on voit que globalement, ils souffrent plus de troubles des apprentissages, c'est plus souvent associé, et aussi de difficultés sans forcément que ça soit un trouble au niveau du fonctionnement exécutif, au niveau de tout ce qui est métacognition, organisation, planification. J'y reviendrai parce que c'est un point assez important et souvent qui se maintient à l'âge adulte. On voit aussi que, il y a souvent un trouble, un autre trouble quand même qui est associé, notamment un trouble anxieux, des fois des symptômes dépressifs, et globalement que les étudiants qui ont un TDAH vont avoir une détresse, un mal-être comme ça psychologique plus important que des tout-venants, et même des fois être plus enclin à développer des idées suicidaires. Donc, c'est une thématique de santé qui a quand même été prise en compte, notamment bah, dans les universités avec lesquelles je travaille en France et en Suisse, par rapport à ces impacts-là. On voit qu'ils vont présenter aussi plus de difficultés, donc psychologiques, sociales, comportementales, mais aussi vraiment académiques au niveau du cursus universitaire. Comme avant aussi, ils en présentent souvent dans leur, dans leurs apprentissages et dans leur parcours scolaire. On voit notamment, donc il reste, et des fois ça malgré la médication, des difficultés de planification, d'organisation. Donc ça peut être au niveau des études, mais aussi au niveau du quotidien, de la gestion financière, comment bah, je m'organise pour payer mes factures, pour mon logement, mon alimentation. Et donc ça va impacter l'hygiène de vie au quotidien, le fait de faire du sport, de manger régulièrement. Donc il y a différentes choses comme ça qui vont être impactées au quotidien en lien avec ces difficultés plus de l'ordre du fonctionnement exécutif. On voit si on s'intéresse vraiment aux apprentissages que les stratégies elles-mêmes sont impactées. C'est pas forcément qu'il y en a moins, mais on voit dans les études que souvent elles sont moins efficientes. Et on voit que bah, tout ça, c'est en lien avec ce que j'ai commencé à vous dire avant, donc les questions d'anticipation, planification. Il y a une forte procrastination qui est pas que spécifique, là encore, aux étudiants, mais assez aux adultes qui présentent un TDAH. Donc ça va se manifester dans le fait que l'organisation des cours, des examens, des révisions va être compliquée et va impacter leurs études. Qu'est-ce qu'ils racontent les étudiants? Alors, on a récolté beaucoup de témoignages aussi à l'Université de Fribourg, des étudiants qui présentaient un TDAH et ils nous ont dit. Alors, c'est aussi des témoignages qu'on a récoltés de notre pratique clinique parce que avec mes collègues, on a travaillé avec des adultes aussi qui présentent un TDAH. Ça revenait assez souvent. Donc, on voit aussi dans la littérature, les travaux et les révisions sont réalisés à la dernière minute, hein. Ça peut donc induire des résultats pas toujours satisfaisants parce qu'il y a peu de relecture, mais aussi beaucoup d'anxiété, hein, de faire un peu les choses comme ça à la dernière minute. Les études, elles montrent aussi que finalement, bah, les étudiants, ils vont avoir des résultats académiques inférieurs, souvent s'ils présentent un TDAH. Et si on les part, bah, les difficultés que j'ai pu vous énoncer avant, ça va induire bah, des résultats un peu inférieurs. Qu'est-ce que ça va aussi faire? Ça va affecter beaucoup l'estime de soi. Donc ça, on l'a aussi beaucoup retrouvé avec les étudiants avec lesquels on a travaillé. Le sentiment d'auto-efficacité qui est impacté. Et ça conduit des fois à même arrêter les études prématurément ou alors entamer différents cursus, des fois même en parallèle, et donc avoir un taux d'échec plus élevé. On voit aussi après que ça impacte bah, l'insertion professionnelle et la recherche d'emploi aussi. Alors, on a créé cette image avec mes collègues et aussi en lien avec les étudiants qui avaient un TDAH. Et c'est aussi quelque chose qui nous parlait dans la clinique avec des adultes qui présentent un TDAH pour certains éléments. Mais c'était vraiment l'idée que peut-être des fois ce qui se voit ou ce qui va être dit en premier, c'est ces difficultés de concentration. Et puis qu'ensuite, en dessous, si on regarde, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. Par exemple, la question de la gestion du stress. On s'est rendu compte, si on regarde cet iceberg, on a fait aussi une étude avec un questionnaire auprès d'adultes et d'étudiants qui présentaient un TDAH et beaucoup nous ont parlé de l'hypersensibilité sensorielle, ça revenait beaucoup. Et on a par exemple mis en place à l'université bah, des coins hypostimulants pour eux, qui c'était vraiment très très fatigant, sans forcément qu'il y ait de TSA associé hein, pour certains.
On voit que ça impacte le temps de loisir, la gestion des interactions sociales, que ça engendre une fatigue, des problèmes aussi parfois qui mettent du temps à se voir dans les relations et des comportements impulsifs. Ça peut être relationnel, mais il y a aussi beaucoup de comportements à risque associés. Donc ça peut être au niveau de la sexualité, de la prise de substances, euh, même des fois, ce qui revenait dans les études et dans la clinique, c'était l'aspect conduite à risque aussi. Et donc globalement, il y a l'hygiène de vie en tout qui est perturbée, la qualité de vie. La difficulté aussi, si on remonte un petit peu de l'autre côté, dans les tâches administratives, qui est importante, puis qui peut aussi impacter dans un cercle un peu vicieux aussi les études. Donc si on peut le penser comme un iceberg, mais aussi il y a différents éléments qui se pensent plutôt dans le cadre d'un cercle un peu un vicieux qui se met en place, avec aussi l'absentéisme qui est assez fréquent. Et les difficultés aussi en lien avec le sommeil. Si on regarde dans la littérature un peu les programmes qui sont proposés, alors pour les étudiants, donc pour les adultes qui présentent un TDAH, il y a quand même pas mal d'études sur des programmes, je pense que vous savez, de TCC, qui montrent quand même des effets, des programmes individuels et en groupe. Et puis pour un peu plus spécifiquement les apprentissages, les étudiants. On voit qu'il y a un peu différents types de programmes qui émergent de la littérature. On a notamment trois types. Alors, je vais vous les présenter, mais on a notamment beaucoup de programmes de TCC, thérapie cognitive et comportementale, qui vont associer des séances de mentorat. Et on voit qu'il y a des effets assez positifs, notamment avec une diminution des symptômes liés au TDAH, plus des symptômes dépressifs, anxieux, et une amélioration de tout ce qui est en lien avec le fonctionnement exécutif, les capacités organisationnelles. Donc on voit ces deux études, notamment avec des cohortes quand même assez intéressantes, qui montrent des effets assez positifs, aussi en termes de flexibilité, permettre un peu mieux de s'ajuster et souvent une meilleure gestion du stress aussi. On a aussi des programmes qui font pas enfin, pas forcément TCC et mentorat, mais qui vont simplement cibler des modules, qui vont vraiment se focaliser sur l'organisation, la gestion du temps et la planification. On a ces deux études avec ces programmes aussi. Et là, on voit que il y a aussi des effets intéressants, alors très ciblés sur ce qui a été travaillé dans le programme, les capacités de gestion du temps, mais quand même, ça impacte aussi les symptômes liés au TDAH. Puis on voit un troisième type, c'est des fois des programmes TCC qui sont aussi un petit peu adaptés, sans forcément qu'il y ait du mentorat, à des étudiants qui présentent un TDAH. Et là, on voit encore des choses intéressantes. Aussi, même si c'est plutôt des programmes TCC, mais ça va quand même avoir des effets sur les stratégies d'apprentissage, le fonctionnement exécutif, les symptômes. Donc on voit des programmes assez intéressants avec des effets quand même qui sont plutôt encourageants. Donc nous, on est dans une situation peut-être un peu spécifique en Suisse et puis en France, ça va principalement les pays avec lesquels je travaille maintenant où bah, dans les établissements, notamment à l'université, il y a assez peu de choses qui sont quand même proposées, assez peu de programmes de mentorat. On manque aussi un peu d'offres pour les adultes qui présentent un TDAH. Il manque un petit peu de personnes formées au bilan chez l'adulte et puis aussi de propositions de thérapie groupale pour les adultes présentant un TDAH. Donc, on a réalisé une étude pilote à l'Université de Fribourg. Alors, on a été assez humble dans cette étude. On a déjà essayé de voir les effets d'un programme de mentorat. On a vraiment assez ciblé le programme sur plutôt les études et les stratégies d'apprentissage. Mais dans le cadre de cette étude, on a développé un peu plus largement une plateforme. Donc, je vous donnerai le lien et puis vous pourrez aussi y avoir accès. Et puis, il y a des outils qui peuvent être utilisés un peu plus largement avec des adultes qui présentent un TDAH, puis un petit peu aussi en clinique et qu'on aimerait aussi à long terme utiliser plutôt dans des thérapies groupales avec des adultes qui présentent un TDAH. Donc, vous pouvez tout regarder, tout utiliser. C'est un projet qui a été financé par un fonds de l'université, donc c'est vraiment libre et gratuit.
Donc au niveau plus spécifique de l'étude pilote qu'on a réalisée, c'était donc vraiment une étude, un pilote de faisabilité. Là, on a travaillé avec des étudiants, donc recruté des étudiants de l'université de Fribourg, âgés de 18 ans ou plus, qui présentaient un TDAH. C'était sur une base volontaire, le fait de participer au mentorat. Donc bien sûr, ça peut créer des biais, mais c'était une base volontaire. Et au total, il y a eu 19 participants qui ont participé. Et ça a été une étude bien sûr approuvée par la commission éthique avec un consentement. Et il y a eu les données de 14 participants au final qui sont collectées. Donc c'est pas énorme parce qu'il y a eu des départs, il y a eu aussi des documents perdus. C'était une évaluation par questionnaire. Je vais vous expliquer. On a évalué avant et après par questionnaire, donc les stratégies d'apprentissage. On a été assez ciblé comme ça sur les objectifs et puis ce qu'on cherchait à évaluer parce que voilà, on a vraiment focalisé le mentorat là-dessus. En se disant aussi que certains étudiants ont des suivis en parallèle en psychothérapie, plutôt TCC, où là, ils vont travailler un peu plus généralement les symptômes liés au TDAH. Donc là, vous avez accès au lien vers notre plateforme. Donc voilà, vous pourrez regarder. Je vais vous présenter certains éléments de la plateforme et puis c'est ce lien là où vous avez tous les outils qu'on a pu utiliser pour le mentorat puis qui pourraient être utiles pour d'autres projets avec des personnes qui présentent un TDAH. On sait, donc le mentorat, il a été basé sur ces outils-là, c'est des fiches en fait qu'on a réalisées. On s'est rendu compte en lien avec la littérature et puis encore une fois les étudiants qui présentent un TDAH que souvent bah c'est trop de contenu. Il y a trop d'informations dans ce qu'ils doivent lire en fait et ils sont très très vite perdus. Donc on a essayé de créer un visuel qui leur convenait mieux. Donc on a fait tout sous forme de fiches. Et à chaque fois, bah, faut cocher qu'est-ce qui me correspond, quelle stratégie je voudrais peut-être mettre en place. Puis l'idée, c'est d'avoir comme ça un monitoring en lien avec ces fiches, puis de regarder après bah, comment ça évolue pour moi sur quelques séances, avec cette idée que moi, j'ai cette manifestation-là et j'aimerais, par exemple, mettre en place cette stratégie. On s'est appuyé aussi sur les programmes qui existaient déjà, comme les programmes TCC et ceux de Solanto. Donc l'idée du mentorat, c'est vraiment une relation d'accompagnement structurée, hein, volontaire. Il y avait comme objectif principal d'améliorer les capacités à planifier donc des objectifs individualisés pour réussir leur parcours et les aider à élaborer des stratégies donc d'apprentissage qui seraient plus adaptées. Et il y avait aussi un effet un peu plus transversal qui était le fait d'échanger avec un autre étudiant qui les a aussi beaucoup aidés parce que je vais vous l'expliquer, c'était réalisé par un autre étudiant, le mentorat. Donc c'était des objectifs individualisés qui étaient planifiés et on ciblait vraiment les stratégies d'apprentissage. Le mentorat, c'était sur 8 à 12 à 10 séances, environ entre 45 minutes et 1 heure chaque séance. Et il y avait aussi parmi ces séances 2 séances de groupe. Donc j'ai supervisé ou mes collègues. Et puis les autres séances étaient en individuel avec un étudiant de master. Donc c'était les mentors, c'était toujours des étudiants de master en psychologie qui avaient une formation préalable et une supervision durant le mentorat. Donc elle avait une formation déjà au TDAH, aux problématiques, aussi aux outils et aux différents programmes qui existent, aux outils aussi en lien avec le mentorat et la TCC. Et ils étaient toujours supervisés, donc toutes les séances étaient aussi enregistrées, et puis on pouvait les écouter pour la qualité. Et on échangeait aussi en groupe sur ce qui avait été fait en mentorat. Alors, là, on va y revenir un peu à la fin dans les résultats après les limites. Un point un peu compliqué, c'est que on a essayé de standardiser par voilà des fiches, des thèmes qui devaient être utilisés dans le programme de mentorat, mais bien sûr chaque étudiant est différent et donc il y avait des objectifs un petit peu différents parfois. Mais je vous montre un petit peu comment le programme se passait. Donc, on commençait notamment dans les premières séances de mentorat à essayer de comprendre quelles étaient vraiment les manifestations euh, liées au TDAH dans les études pour l'étudiant. Notamment, bah, on allait regarder avec de manière très structurée
Dans une checklist comme celle-ci, qu'est-ce qui le concernait? Est-ce que ma difficulté, c'est d'estimer le temps que me prend une tâche liée à la révision du cours? Est-ce que c'est de me concentrer pendant les examens? Est-ce que c'est déjà de venir au cours? Moi, je viens pas. Voilà. Qu'est-ce qui est déjà problématique? Est-ce que c'est la prise de notes, l'organisation? Donc, on essayait vraiment de comprendre. D'accord, il y a des symptômes du TDAH, mais ça va se manifester assez différemment, ça, on le voit. Et donc, on essayait vraiment de comprendre. On avait encore d'autres choses qui pouvaient être euh, perturbées, comme euh, relire ses travaux, comprendre et suivre les consignes. La gestion des travaux de groupe aussi, c'est revenu assez souvent. Planifier les travaux, donc on allait regarder. Et puis, il y avait des choses un peu annexes qui étaient un petit peu moins l'objectif premier du mentorat, mais qui pouvaient des fois beaucoup impacter les études. Donc, on prenait quand même on regardait quand même avec l'étudiant. Et vous verrez sur la plateforme, il y a aussi beaucoup de fiches et de stratégies qu'on a mis en place et qu'on a laissé sur la plateforme pour aider aussi dans ces thématiques-là, parce que des fois, bah, c'est un peu plus le quotidien qui a impacté et c'était des fois pas beaucoup travaillé pour certains parce qu'ils avaient arrêté leur psychothérapie, par exemple, à côté, puis ça a impacté quand même beaucoup. Donc, il y avait notamment bah, la gestion du stress, la gestion de l'agenda, les tâches administratives, ça revenait beaucoup, puis ça prend beaucoup de place, puis ça aussi impacte les études. Le fait aussi d'avoir, finalement, ça revenait aussi beaucoup des doutes envers sa légitimité dans le milieu universitaire. De par ce fonctionnement en lien avec le TDAH, beaucoup d'étudiants, étudiantes nous disaient bah, vraiment douter, se demander pourquoi ils étaient là, est-ce qu'ils avaient vraiment le droit d'être là. Donc il y avait beaucoup cette question qui revenait aussi. Alors, pour vous donner des exemples de ce qui avait été fait par la suite, donc à partir de ces checklists, donc on arrivait à trouver un ou deux ou trois objectifs un peu principaux avec l'étudiant. Et puis ensuite, on allait le travailler donc pendant les prochaines séances de mentorat et aussi en groupe, c'était assez riche aussi. Les étudiants, ils venaient avec leurs objectifs, mais ils échangeaient avec les autres et ça leur permettait encore de trouver d'autres stratégies et aussi de s'organiser après entre eux. Donc ça, on a trouvé très riche parce que ils se sont souvent organisés entre eux et après le mentorat, bah, ils ont pu continuer à mettre en place des stratégies parce qu'il y avait eu pour certains cette émulation de groupe ou de binôme un peu qui s'était créée. D'autres thématiques ici qui avaient été aussi souvent abordées dans le mentorat. Donc, ce qui revenait souvent dans les manifestations et les difficultés des étudiants, c'était notamment en lien avec ça, se concentrer. J'arrive pas à me concentrer pendant les cours. Et là, donc, on avait créé ces fiches aussi en lien avec la littérature et avec les étudiants pour essayer de trouver avec eux des stratégies. L'idée là, c'était d'être assez concret. Lire tout ça, c'est trop, par exemple. Lire tout ça, ça devient assez compliqué, c'est pas très pratique. Souvent, si on regarde sur Internet, on trouve pas mal d'infos hein, sur le TDAH qui sont intéressantes, mais souvent, les étudiants et les adultes, ils me disent, il y a trop d'infos, moi j'en fais quoi? Et là, ce qui était assez utile, c'était de se dire, OK, je choisis là dans cette liste. Je check comme une checklist, encore une fois, ce principe-là marchait bien, une ou deux stratégies, et puis je l'essaye. Je l'essaye sur quelques séances de mentorat, et puis j'en reparle aussi avec mon mentor, je vois comment ça se passe, j'en parle en groupe, et puis je vois si c'est une bonne stratégie pour moi, sinon j'en mets une autre en place. Par exemple, une qui marchait bien pour certains étudiants, c'était avant le cours, de savoir le contenu du cours et puis de pouvoir un peu faire des lectures, se préparer. Et puis, ils étaient plus éveillés, plus concentrés ensuite pendant le cours. Alors ça, on a aussi en parallèle du programme sensibiliser les enseignants pour qu'ils puissent au moins dire un peu, donner des fois un peu plus de support pour que les étudiants puissent faire ça. Il y en avait beaucoup qui disaient aussi, voilà, comment je peux pratiquer l'écoute active. Donc, par exemple, écrire des exemples personnels dans mes notes, simplement des mots-clés ou les visualiser dans ma tête. Je vois l'image, donc plus un principe un peu métacognitif comme ça. Ça marchait bien.
Et donc, on allait développer comme ça dans le programme de mentorat quelques petites stratégies, mais l'idée, c'était vraiment que l'étudiant puisse les expérimenter, qu'il n'y en ait pas trop, mais justement une ou deux, et puis que ça dure dans le temps. Parce qu'une des difficultés, par rapport aux adultes puis aux étudiants qui présentent un TDAH, c'est pas forcément qu'ils ont pas de stratégie, mais c'est de les pratiquer au fur et à mesure. Puis souvent ils me disent, bah moi j'ai lu plein de livres, j'ai plein d'idées, mais je suis noyée là-dedans. Et puis j'aurais vraiment besoin, voilà, d'avoir une ou deux stratégies et qu'on m'aide. C'était ça aussi l'idée, à les maintenir dans le temps. Il y a aussi ici un outil qu'on a beaucoup utilisé dans les séances de mentorat, c'était le thermomètre de concentration. Donc là aussi, c'est un outil, je pense, qui est peut-être vous avez déjà utilisé, que je trouve intéressant pour des adultes, mais même pour des plus jeunes. Je travaille aussi avec des plus jeunes, on utilise aussi. Et là, ça avait été utilisé, par exemple, par les étudiants dans l'idée de, OK, je suis en train de travailler, je me mets des petites alarmes et de temps en temps, je regarde où je suis dans mon thermomètre de concentration. On peut le faire à vous, là, maintenant. Vous êtes en train de m'écouter. Où êtes-vous? Alors, est-ce que vous êtes, je l'écoute. Je suis un peu distrait ou distraite, mais bon, ça va. Ou est-ce que je tiens plus en place, je suis en train de penser à ce que je vais faire ce soir en rentrant ou à mes prochaines vacances. Où suis-je? Et donc là, l'idée, c'était déjà cette prise de conscience. Puis ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah voilà, là, je suis pas du tout en train d'écouter. En même temps, bah, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas forcément aller marcher. Euh, voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place? Alors, ça peut être, voilà, juste dans les. Je choisis. Bon, dans certains enseignements, c'est possible de choisir une place pour pouvoir sortir, justement. Est-ce que bah, je me dis, bah, quelques minutes, je fais vraiment autre chose et puis après, je me reconcentre. Qu'est-ce que je mets en place à ce moment-là? Donc là, ce thermomètre, il était pensé aussi en lien avec une ou deux stratégies. Et donc, c'était vraiment de se dire, bah voilà, en parallèle, je le mets en place dans le mentorat, je vais le faire pendant toutes les séances, puis surtout, je vais le pratiquer en dehors. Et donc, c'est un outil que je trouve intéressant, qu'on peut aussi utiliser dans d'autres cadres, que j'ai aussi utilisé avec des adultes, souvent dans la thérapie, pour, par exemple, les tâches au travail ou même avec des plus jeunes, à l'école. En lien avec des enseignants aussi, j'ai beaucoup utilisé cet outil-là. Donc l'idée, c'est vraiment de le compléter avec les stratégies qu'on met en place selon le degré où on est là sur le thermomètre. Donc encore en lien avec la concentration, bah, c'était aussi de penser qu'est-ce que je fais après le cours. Par exemple, tout de suite, je vais organiser, relire, pour, bah, même si j'ai pas été concentrée, bah, pouvoir maintenir des choses, me souvenir. Et puis, il y avait des choses qui étaient aussi abordées, qui peuvent paraître pas très intuitives comme ça, mais j'ai, j'ai rencontré, bah, en faisant ce programme et puis aussi la plateforme, des étudiants assez différents qui présentent un TDAH, mais voilà, ça c'est associé à tellement de profils différents au niveau des compétences cognitives, de la mémoire de travail, de la vitesse de traitement, des capacités de raisonnement, que finalement, je trouve que ce qu'on met en place avec eux va être très, très variable selon, par-delà le TDAH, vraiment le profil associé. Et j'ai notamment rencontré des étudiants qui avaient une bonne gestion du stress, un TDAH, mais des bonnes capacités de raisonnement et globalement aussi de mémoire et de vitesse. Et ils m'ont dit, bah, moi, je vais pas au cours, mais voilà, j'écoute en faisant un peu autre chose à la maison et puis j'arrive à avoir les enregistrements de mes cours et leurs résultats étaient OK. Et finalement, c'était leur manière de faire. Bon, alors, je sais pas si ça peut se faire dans toutes les universités parce que des fois, il y a des présentiels, hein, mais ça leur convenait mieux ou d'apprendre vraiment par eux-mêmes après, de refaire un peu le cours par eux-mêmes en faisant des recherches, par exemple. Donc, c'était vraiment quelque chose aussi qui a été abordé, cette idée. Est-ce que je vais au cours? Est-ce que je vais que à certains cours? Comment je fais si j'y vais pas? Gérer cette culpabilité aussi, trouver des stratégies si j'y vais pas pour maintenir quand même un rythme au niveau des révisions. Donc, il y avait différents objectifs au fil des séances dans ce mentorat, mais c'était souvent bah,
On travaille sur les stratégies de révision, planifier au fur et à mesure, pouvoir commencer une tâche aussi. C'est beaucoup, beaucoup revenu comme demande des étudiants. Là, je vous ai fait un petit extrait de mentorat, mais c'était vraiment l'idée que ça commençait déjà très simplement par le fait d'essayer d'organiser, déjà avoir un visuel. C'était pas toujours le cas de certains étudiants en répartissant un peu les différents cours, en répartissant des pauses aussi, parce que ce qu'il y avait aussi, et puis ce que je retrouve aussi avec des adultes qui présentent un TDAH, c'est que des fois, il y a des difficultés attentionnelles, mais il y a, quand il y a des bonnes capacités, souvent intellectuelles aussi, de l'hyperfocus. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, d'individus qui m'ont décrit, bah, en fait, moi, soit j'arrive pas trop à m'y mettre, soit c'est de l'hyperfocus. Donc, c'est vraiment la régulation attentionnelle. Et donc, ça fait que je suis ça y est, je suis dans mes révisions, je n'en sors plus, je ne fais plus de pause et je travaille pendant des heures et des heures et des heures. Puis, euh, là, c'était aussi même prévoir des pauses. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui revenait souvent. Et puis l'hyperfocus, donc il y a de plus en plus d'études aussi là-dessus et ça montre que c'est aussi lié au TDAH. L'hyperfocus va faire que globalement le quotidien, l'hygiène de vie peut aussi être impacté parce que bah, du coup les étudiants mangeaient plus bien, dormaient plus bien parce qu'ils étaient dans cet hyperfocus pendant leur période de révision. Donc là, c'était notamment ce qu'on avait essayé de faire ici, de pouvoir bah, mettre en place une organisation visuelle en lien avec les cours et puis de prévoir des pauses justement pour éviter aussi ces moments où il y a que les cours et puis plus rien d'autre ou trop d'hyperfocus. Et puis planifier aussi des moments comme du sport, les interactions sociales. Parce que dans le cercle un peu vicieux, il y a l'idée que, bah, comme on va le voir aussi beaucoup la question de la procrastination, après, bah, ils se sentent plus, ils se sentent trop coupables d'aller vers les autres, de faire du sport, et puis il y a cet impact sur l'hygiène de vie. Donc ça, c'est des fiches aussi qu'on a utilisées pour notre programme de mentorat, qui constituait aussi des séances qu'on faisait, qui étaient très importantes et qui revenaient assez souvent. C'était donc la question du thème de la procrastination. Là encore, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider un peu plus généralement avec les adultes qui présentent un TDAH, ou même un peu plus jeunes, les adolescents. C'est un symptôme, c'est quelque chose qui revient très 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 souvent et qui, des fois même avec la médication, est là et est impactant. Alors l'idée, c'était vraiment dans cette fiche déjà de comprendre qu'est-ce que c'est la procrastination, d'où ça vient. Et puis de comprendre aussi qu'il peut y avoir des aspects positifs, parce que bah voilà, dans le TDAH, on sait qu'il y a aussi beaucoup de ressources. Si vous voulez aussi plus d'infos sur cet aspect ressources, on a aussi mis une fiche là-dessus sur la plateforme, parce que c'était aussi très important de reprendre ça. Mais là, on voit que bah, des fois, procrastiner, ça peut permettre bah, d'aimer travailler sous pression, des fois de s'adapter un peu à plus d'imprévus, des fois d'avoir des réflexions novatrices et créatrices à certains moments. Voilà, des fois bah, pouvoir produire beaucoup de choses en peu de temps parce qu'on est sous le coup de la dernière minute. Mais c'est vrai que ça entraîne aussi beaucoup d'émotions intenses, de la culpabilité, beaucoup de frustration, d'anxiété, et puis toujours un peu un état où c'est dans ma tête, c'est là, j'y pense. Je suis jamais vraiment dans le moment présent parce qu'il y a toujours cette idée que je dois le faire. Ça peut entraîner des échecs quand même, hein, et puis une habitude aussi à toujours reporter comme ça. Donc après, on allait chercher qu'est-ce qui cause la procrastination. On retrouvait beaucoup la question du perfectionnisme. Ça, je la retrouve beaucoup avec les étudiants, les adultes aussi, qui présentent un TDAH. Et puis qu'au bout d'un moment, ça génère aussi un fort découragement. Il y a aussi, est-ce qu'il y a un manque d'intérêt, une crainte aussi de certaines situations? Est-ce qu'il y a une anxiété un peu plus de performance ou en lien avec l'évaluation? Bah, ça, je l'ai aussi assez souvent entendu, c'est de se dire, bon, bah voilà, si je le fais à la dernière minute, bah peut-être on va dire que c'est pas bien, mais au moins, hmm, bah, de toute façon, j'ai un peu bâclé, donc je pouvais pas faire beaucoup mieux, donc c'est OK qu'on me dise ça. Donc des fois, il y a un petit peu d'auto-sabotage comme ça.
Et des fois, il y a aussi du refus des exigences d'autrui. Bah, je trouve que ce travail, il est inintéressant, qu'il n'a pas de sens pour moi, que c'est injuste qu'on me le demande, que ce prof est pas cohérent et pas juste dans ce qu'il demande. Donc bah là non plus, j'ai pas envie de le faire. Donc on allait vraiment essayer de chercher ça. Ça paraît un point assez crucial aussi à travailler avec les adultes en général qui présentent un DDH. Et puis après, on allait travailler plutôt sur, on allait cibler ensuite, quand on avait bien pris conscience de ce que c'était cette procrastination, puis des causes, des stratégies qu'on pourrait mettre en place. Encore une fois, chacun ses stratégies, même avec un TDAH, hein. Personne ne va mettre en place la même chose, mais là, on essayait toujours sous forme de checklist en utilisant cette fiche, d'en choisir une ou deux et puis de la tester et de voir. Donc, par exemple, bah voilà, de pouvoir se formuler des auto-instructions positives, efficaces, que ce que ça m'aide, comment je peux diviser en petites activités. Et des fois, c'était commencer soit avec le mentor, soit même après, quand on a fait les groupes, bah, il y a des binômes, un peu d'échanges qui se sont créés avec un autre étudiant, par exemple, de trouver une personne, ça revient aussi beaucoup avec les adultes. Tiens, je dois faire mon temps administratif, bah, je vais le faire avec un copain, une copine, un compagnon. Et puis là, j'arrive à commencer. Donc, quelle est ma stratégie à moi? À quel moment aussi je suis le plus efficace? Donc là, on va trouver différentes stratégies par rapport à la procrastination. Et puis l'idée, c'est de les utiliser, de les expérimenter. Et puis après, voilà, de pouvoir créer des habitudes avec ça dans le temps sur plusieurs mois. Un autre point qui revenait aussi en lien bah, avec ce qu'on a vu avant, avec la question de la concentration, mais aussi de la procrastination, c'était bah, comment je peux faire pour rendre un travail à temps. Et là, donc, on a aussi élaboré une fiche sur ce thème. Et là encore, c'était le même principe. On regardait avec les étudiants et puis on choisissait certaines stratégies qu'ils allaient expérimenter. Donc, par exemple, bah, programmer une date, parce que ça revenait souvent. Si j'ai pas de date ou la date est trop loin, bah, je vais pas faire. C'est notamment le cas aussi des étudiants en doctorat, qui ont des fois des dates très très lointaines. Mais par exemple, de dire, bah, déjà, j'ai une date rien que pour rendre un plan, et je me fixe cette deadline pour le faire, mais ça pouvait aider. Euh, il y a un autre point qu'on a travaillé en mentorat et puis que je travaille aussi avec les adultes qui présentent un TDAH et même les plus jeunes et qu'on travaille aussi on a travaillé aussi en groupe dans le mentorat. C'est le fait, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais que bah, le TDAH, notamment en lien avec l'impulsivité, va impacter souvent les interactions sociales, mais aussi bah, la manière dont on s'exprime, dont on communique avec les autres. Et puis cette fiche-là, elle avait été réalisée donc en lien avec Somaye Ramati, qui est donc docteur en logo TEDI, qui a fait son doctorat justement là-dessus sur le langage et le TDAH. Et l'idée, c'était vraiment déjà de prendre conscience. Par exemple, le fait qu'il y ait ces manifestations du TDAH, ça peut faire que j'ai un débit très rapide. Et donc, qu'est-ce que ça va susciter chez l'autre? Donc, bah, il va plus vite décrocher, plus vite être fatigué, plus subir ce que je dis. Peut-être il y aura plus de frustration, plus de colère. Et moi, quelle stratégie je peux mettre en place? Déjà, peut-être prendre conscience. Alors, c'est un exemple assez drôle, mais peut-être vous le faites, certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître, mais par exemple, c'est les personnes qui avaient un TDAH me disaient, elles écoutent leurs messages sur WhatsApp en vitesse 2 pour que ça aille plus vite. Parce que c'était trop lent la manière dont ça parlait dans le message. Donc c'est déjà une manière de prendre conscience. Et puis bah, c'est de finalement de pouvoir l'accepter, mais de se dire, bon, bah, quelque part, bah, je vais essayer aussi de pouvoir l'expliquer à l'autre. Bah, voilà, parfois, ça m'arrive de parler très vite, mais n'hésite pas à me dire.
hein, et puis je peux m'arrêter, trouver peut-être un moyen. Des fois, c'est voilà, d'avoir un petit moyen sensoriel aussi, de pouvoir un peu attendre, écouter l'autre, trouver un moyen. Il y a même des fois des adultes qui utilisent des petits fidgets ou des choses un peu sensorielles comme des petites bagues sensorielles. Je ne sais pas si vous voyez ça, qu'on peut, avec des petites billes qu'on peut faire comme ça, et puis ça leur permet un peu d'attendre, trouver un moyen un peu de se réguler là-dessus. Il y avait par exemple un autre point qui revenait souvent, c'est le fait de couper la parole. L'impulsivité en lien avec le TDAH, qui peut se maintenir, même à l'âge adulte. Donc quelqu'un parle, mais voilà, il ne peut pas finir. Il y a peut-être un peu d'irritation et il suit plus ce qu'on dit vu qu'on lui coupe. Et bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et ça, c'était quand même un point important parce que notamment bah, les adultes et les étudiants avec qui j'ai pu travailler avaient souvent quand même des oraux, des présentations, après dans le monde professionnel aussi. Et c'était un point quand même important dont ils avaient des fois conscience, des fois non. Et des fois, juste le fait de regarder cette fiche, puis d'en discuter avec eux, bah, ça permettait en groupe aussi de faire des jeux de rôle et puis de prendre conscience de certaines choses, puis ça les éclairait aussi après. Donc ça, j'ai trouvé un point intéressant qui est peut-être un petit peu moins, qu'on retrouve un petit peu moins dans certains programmes aussi de TCC, mais que je trouvais intéressant aussi de pouvoir travailler après avec le patient, puis aussi en jeu de rôle. Voilà, un dernier exemple d'autre chose qui était abordée dans le programme de mentorat. Bon, là, ça sort un petit peu du cadre des études. Ça concerne aussi les adultes en général qui présentent un TDAH. Mais voilà, il y avait cette question, beaucoup des tâches administratives qui revenaient. Donc là, on avait travaillé un peu, bah, qu'est-ce qui me pose problème par rapport à ces tâches administratives. Puis là encore, des checklists avec des idées de stratégie. Alors, on a bah, des résultats assez humbles, hein, on a des tendances un peu significatives dans ce qu'on a pu observer, mais on n'a pas un grand échantillon, hein, on est en train de poursuivre l'étude. Donc, c'est des données un peu préliminaires. Mais c'est vrai qu'on avait des tendances significatives pour quelques points que je trouvais quand même intéressants, je voulais vous dire. Mais on voyait que les étudiants, bah, après le mentorat, après c'est très spécifique, on n'est pas allé jusqu'à essayer de regarder un impact vraiment sur les symptômes, on est resté assez humble sur les stratégies, mais on voit que voilà, ils ont tendance à utiliser quand même des stratégies globalement plus efficaces. Ils vont étudier moins en relisant leurs notes sans se poser de questions. Donc ça revenait beaucoup plus. On a utilisé donc un questionnaire sur les stratégies d'apprentissage avant et après pour voir. Ils relisent ou recopient plus leurs notes ou leurs super de cours. Donc, ils ont l'impression de mieux connaître la matière. Donc, ça, c'était aussi important. Ils faisaient beaucoup cette pratique. C'est eux qui aussi la qualifiaient comme ça. C'était du bourrage de crâne, hein, la veille de l'évaluation, des fois nuit blanche. Je travaille un maximum. Et puis ça, c'était moins utilisé aussi. Ils allaient donc quand même arriver à plus étudier au fur et à mesure. Puis c'est ça qu'on cherchait. Et le temps consacré à se poser des questions ou à vérifier finalement qu'on comprend bien avait augmenté après le mentorat. Ils utilisaient aussi plus de stratégies pour tester leurs connaissances, pour être sûrs d'être à l'aise, qu'ils avaient bien révisé. Et ils allaient aussi réviser la même matière, la même matière, pardon, mais à des moments un peu différents. Donc avant, c'était plutôt des gros blocs d'un coup, et puis là, ils arrivaient un peu plus à séquencer. Et le nombre d'heures consacrées aux études globalement, quand même, avait augmenté. Voilà. Donc, bon, bien sûr, c'est une petite étude hein, avec des limites. Il y a un nombre faible et puis il n'y a pas de groupe contrôle. On n'a pas d'effet à long terme. Et puis, c'est une démarche qui est quand même difficile à standardiser parce que, comme vous l'avez un peu compris, puis vous le verrez par la suite si vous regardez un peu la plateforme, il y a beaucoup de fiches. Donc, il y a beaucoup d'objectifs différents, même si on a un TDAH qui peuvent être travaillés avec un individu. Et donc, c'est difficile de standardiser parce que sinon, il faudrait qu'on ait exactement le même objectif. Puis, ça perdrait un peu, malgré tout, dans l'essence de l'aide qu'on apporte. Et puis certains avaient des suivis en psychothérapie à côté, d'autres non. Donc ça, bien sûr, ça peut aussi créer un biais. Ça peut faire peut-être que ceux qui avaient vraiment beaucoup de séances de psychothérapie en parallèle, bah, ils arrivaient plus à mettre en place des choses.
on a, voilà, c'est un cadre très spécifique aussi, hein, avec voilà, des étudiants qui donnaient ce mentorat, mais c'est vrai que, il y a des choses qui pourraient être travaillées aussi en lien un peu plus avec le quotidien. Et les échanges en groupe aussi, c'est un peu un questionnement parce que c'était utile pour certains étudiants, mais pas tous. Bah, il y a des fois le TDAH qui est associé au TSA. Et pour ces étudiants-là, bah, c'était pas toujours, certains oui, donc c'est pas non plus, ça veut pas toujours dire que non, mais pour certains étudiants ayant un TDAH et un TSA, bah, ils n'avaient pas forcément envie de participer au côté groupe. Mais par contre, un suivi 1-1, vraiment plus individuel, ça leur convenait mieux. Par contre, pour d'autres participants, le côté groupe crée vraiment une motivation, agissait sur la procrastination, une émulation qui était intéressante. Donc là encore, ce que ça montre, je pense, comme ça montre aussi beaucoup dans un petit peu les récentes études, c'est de bien regarder aussi les comorbidités associées. Parce que je pense que ce qui marche en termes de traitement n'est pas tout à fait pareil non plus. Donc certaines fiches et techniques, elles pourraient être utilisées pour des plus jeunes, en lien avec la scolarité notamment, et aussi un peu plus avec des adultes qui présentent un TDAH, bah, pour améliorer notamment peut-être les stratégies d'apprentissage. Certaines stratégies, elles peuvent être appliquées au monde du travail, et puis un peu dans leur quotidien aussi, notamment en lien avec la gestion des tâches administratives, du sommeil, de l'alimentation. Si on prend un peu le fil rouge, c'est l'idée que vraiment, je pense que ce qui est intéressant au niveau du travail clinique avec cette population, c'est d'avoir des outils avec des supports visuels très structurés et de vraiment, voilà, choisir quelques objectifs et de les suivre visuellement dans le temps avec des stratégies vraiment associées dans le temps. Et qu'on voit qui marche le mieux, c'est vraiment le fait de, voilà, avoir quelques stratégies qui fonctionnent et d'arriver à les maintenir pour qu'elles finissent par devenir des habitudes sur des mois. Hum, voilà, je crois que c'est principalement ça. Voilà, j'ai quelques minutes d'avance. Je n'étais pas sûre parce que je savais pas à quel point je pourrais vous détailler certains éléments du programme. Voilà, merci pour votre attention. Vous m'entendez? Oui, merci beaucoup pour votre réponse, c'est super intéressant. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre les questions dans la salle. Et, Je vais mettre un petit peu plus fort pour que je vous entende oui, bien. parfait. Il y a des questions. Oui. En fait, j'en ai vraiment plein. Mais je Ah, vais je vais peut-être noter si j'en ai plein. non, 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 mais au pire, je vais écrire, mais j'ai juste une petite question rapide. Dans votre étude de faisabilité, ou là, je voyais qu'il y en a une autre en ce moment qui est en cours. Est-ce que l'évaluation post-intervention, est-ce que vous avez un time point comme plusieurs mois plus tard, tu sais, pour voir l'effet à long terme de ce que vous avez déjà? Parce qu'avec un si petit groupe, vous avez quand même un impact intéressant déjà. Mhm. Alors, pas sur la première étude pilote, mais sur les prochaines, oui. On aimerait, alors après c'est compliqué parce qu'il y a des fois des étudiants qui quittent l'Uni, mais ça serait sur 3 mois. OK. Ah, puis, quand vous disiez que vous n'aviez pas de groupe contrôle, est-ce que vous allez aussi avoir un waitlist ou un groupe Oui, oui, oui. Alors en espérant qu'ils remplissent vraiment, avec dans l'idéal la même durée de temps entre les deux comme on a fait là. Mais oui, ça c'est prévu pour celle qui est en cours. OK, merci. C'est vraiment très, très intéressant. Je vais laisser la chance à d'autres de poser des questions. Oui. Peut-être vous aviez dit, je sais pas, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, un petit peu. Je m'approche un peu. Il y en a un aussi, je ne sais pas où il est le micro, mais... Allô? Oui, c'est mieux là. Ok. Vous aviez dit que vous aviez contacté des professeurs pour voir s'ils pouvaient ajuster un peu leur méthode de travail en donnant plus de détails sur le contenu des séances à venir. Est-ce que vous avez quand même des leçons apprises sur qu'est-ce qui pourrait faire un enseignement plus compatible avec le trouble attentionnel? Est-ce que vous pourriez publier une fiche pour les enseignants, quelque chose comme ça? Oui, on l'a fait sur la plateforme. Alors, attendez, je suis pas sur la bonne chose. Est-ce que vous arrivez à avoir accès à la plateforme? Vous avez toujours accès à mon partage d'écran?
pouvez ouvrir la plateforme. Vous arrivez à avoir accès à ma plateforme, à la plateforme qu'on a faite, parce qu'on a une partie pour les enseignants, justement. Après, c'est toujours un peu compliqué parce que voilà, ça demande un peu de temps aussi de leur part, mais on a fait quand même une partie pour eux un peu différente. Justement, pas sur forme de fiche pour eux, mais plutôt sous forme de contenu. Et on donnait aussi un atelier pour les sensibiliser. Mais dans cette partie-là de la plateforme, vous avez accès à ce qu'on a proposé pour les enseignants. Hmm, comment je peux faire? Il faudrait que je puisse aller moi-même sur la plateforme pour vous le partager. Oui, c'est ça. Donc, nous, on voit Alors, votre attendez. écran. Vous pouvez juste ouvrir le lien sur... Faut que j'aille sur un mail. Ouais, mais comme c'est un PDF, il faut que j'aille sur Google, que je le copie-colle. Attends. Comment je peux aller là, moi? Attendez. Euh, je retourne sur Google ici. Hmm. Bah, je vais taper, je vais la trouver direct. Si vous tapez Université de Fribourg, la plateforme sur le TDAH, on la trouve normalement. Voilà, vous voyez ce que je fais? Oui. Ah bah voilà. Donc ça, c'est la plateforme qu'on a créée. Donc ça, c'est un support qui est toujours là en fait, que vous pouvez consulter, vous pouvez tout télécharger de ce qu'il y a dessus. Et donc, c'est ces fiches-là qu'on a utilisées aussi pour notre mentorat. Donc là, vous voyez, il y a bah, le TDAH, et puis il y a les études, puis là, il y a notamment bah, toutes les stratégies, les fiches en lien avec la procrastination, là, par exemple, elles sont là. Et à chaque fois, vous pouvez télécharger les fiches. Et puis, ce qu'on a fait aussi avec les étudiants, c'est qu'il y a des témoignages. Ça aussi, ça parle beaucoup. Les témoignages parlent aussi beaucoup aux enseignants, on a remarqué. Des fois, plus que simplement voir bah, quelles sont les manifestations, des choses plus théoriques. Et pour les enseignants, on a fait cette partie-là. Donc après, voilà, c'était assez simple, mais on a mis bah, les symptômes, les manifestations pour quand même ils aient bien conscience comment ça se passait. Et puis quelques idées de moyens d'accompagnement. Bon, ça peut être un petit peu plus spécifique à Fribourg pour certaines choses, mais voilà. Comme on a fait par exemple une fiche pour expliquer comment les enseignants peuvent aider les étudiants à rendre un travail. Notamment, ce qu'on a voulu les sensibiliser par rapport à la question, il y a eu beaucoup de soucis bah, au bachelor quand il y a des travaux à rendre, et puis aussi les travaux après le mémoire et les doctorats, parce que bah, voilà, il y a des échéances très très longues. Donc, on a essayé de les sensibiliser notamment à ça, que bah, il y aurait besoin des délais à court terme, par exemple, bah, voilà, après un mois déjà, savoir bah, quels sont les articles principaux, quel est le plan qui a été choisi. Euh, voilà, donc on a proposé quelques idées aussi par rapport à ça. Jean-François, comme vous êtes sur la plateforme, je me demandais, est-ce que vous parliez là, que les gens qui offraient le mentorat, c'est des étudiants de master. Est-ce que sur Oui. la plateforme, on peut aussi trouver la formation qu'ils ont reçue? Alors ça non parce que c'était un enseignement qui était quand même donné, ça leur validait des crédits. Donc là on n'a pas pu le mettre sur la plateforme. Par contre c'était fait à partir, enfin quand même ça se basait beaucoup sur les fiches après ce qu'ils allaient mettre en place. Mais OK. c'était un enseignement aussi. Il y a des étudiants, ils n'avaient pas eu encore beaucoup de cours sur le TDAH, donc il y avait notamment quand même toute une présentation à nouveau des symptômes, des manifestations, des explications. Après, ce qui était fait dans la formation, c'était qu'on montrait beaucoup aussi des exemples de séances de mentorat. De la première séance à la dernière, quels seraient un peu les exemples d'objectifs. On demande toujours aux mentors de nous donner d'une séance à l'autre les tableaux des séances qui résument les séances et aussi ce qui a été fait, les objectifs en plus des audios. Et puis donc à partir de ça, on avait notamment constitué aussi, on avait préparé un peu des tableaux types de ce qu'on attendrait d'eux sur les séances qui étaient proposées. OK. Oui. Peut-être ça pourrait être bien si ça vous dérange pas.
Donc, il y a une Mhm. autre question dans la salle, ça va être long. Est-ce que vous pouvez m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok. Moi, depuis le cégep, au collège, je fais partie d'une groupe de recherche avec deux professeurs en termes plus de growth mindset, c'est en anglais. Parce que, oui. puis on essaie de faire quelque chose de vraiment similaire. On est en train de faire une plateforme, plus pas seulement aux étudiants de TDAH, mais aussi pour tous les étudiants et même les profs, pour un peu faciliter, comme pour les rendre un peu plus growth mindset, pour genre changer leur façon de penser que oh, s'ils ne sont pas intelligents, s'ils ont des mauvaises notes en mathématiques, ils vont toujours avoir des mauvaises notes en mathématiques, mais c'est pas vrai. Mais si Mhm. on essaie de faire comme on essaie de faire la plateforme aussi adaptée aux gens qui sont sur le spectrum de TSA et de Mhm. TDAH. Est-ce Oui. que vous avez trouvé en termes, parce qu'on fait des interventions comme durant les classes qu'on a fait durant le cégep, genre une présentation pour les élèves qui ne savent pas c'est quoi, et puis comme démontrer des façons à appliquer le growth mindset, pas juste à l'école, mais aussi à la vie personnelle et à d'autres choses. Est-ce que vous avez trouvé en termes de votre recherche avec juste des choses qui peuvent aider aux étudiants de vraiment s'appliquer dessus? Parce que quelquefois, c'est comme on a trouvé qu'il y a des étudiants qui s'appliquent pendant un bout, puis oublient genre totalement après un mois. Mhm. Mais si c'est un peu transversal, je pense que tout ce qui est un peu stratégie d'apprentissage, c'est intéressant en fait, hein. Quand à Fribourg, j'ai donné souvent à des étudiants aussi tout venant, hein, un peu des outils sur les stratégies d'apprentissage. Et puis il n'y avait pas que des TDAH, hein. Donc je pense que cette partie-là, elle est quand même intéressante. Puis elle est transversale comme ça. Enfin, et pour aussi la question du TSA, je pense qu'il y a des choses qui sont communes. À l'Université de Fribourg, on a aussi une plateforme sur le TSA, si vous voulez regarder aussi. OK. Alors, Mais on a réalisé ça, c'est ma collègue Nathalie Quartenou, et puis on a fait ça aussi ensemble. Mais c'est surtout, notamment la plateforme TDH et TSA, c'est visuellement qu'elles sont assez différentes. Parce que le côté, il y a beaucoup d'infos et un peu moins de checklist, de côté très visuel comme ça, très pratique dans la plateforme TSA. Et c'était justement un peu plus là pour s'adapter à la spécificité du TDH. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette plateforme qui pourraient être utiles, comme vous disiez dans l'exemple, la démat. OK. Merci beaucoup. Oui, merci, Ariana, c'est par rapport à quand vous parlez là, des mesures pré et post que vous utilisiez, c'est les questionnaires auto-rapportés, c'est ça, hein? Oui. OK, puis je comprends tout à fait là, aussi pourquoi, puis vous voyez vraiment là, l'impact dans les stratégies d'apprentissage, puis ça, sur le plan fonctionnel. Mais c'est plus une question théorique, là. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les étudiants qui ont des difficultés plus de planification, organisation ou impulsivité, c'est des choses qui revenaient souvent dans la présentation. Est-ce que vous pensez que si vous utilisiez des mesures directes neuropsychologiques, ça sortirait également l'amélioration à ce niveau-là ou c'est vraiment plus au niveau du quotidien et dans le fonctionnel? Alors, par exemple, brief, des questionnaires comme ça qu'on pourrait utiliser? Bien, je pensais à Vous vraiment pensez à ça, mais ça pourrait être une bonne idée. Après, je ne sais pas si on a assez d'effets avec juste un programme de mentorat, parce que bah, c'est quand même assez réduit en termes de séances. Mais je pense que si on couplait peut-être un programme de mentorat avec un peu plus de séances, puis un programme un peu TCC, et qu'on faisait un petit peu plus de séances et qu'on ciblait aussi le quotidien un peu plus, je pense que là, il pourrait peut-être avoir des effets. Il faudrait peut-être un petit peu, quelque chose d'un petit peu plus long, j'ai l'impression, mais ça vaudrait le coup d'essayer, de prendre un questionnaire comme brief, et puis peut-être aussi d'avoir, à ce moment-là, si on cible un peu moins les études, mais aussi le quotidien, on pourrait peut-être aussi avoir, des mesures, aussi, des proches. Mhm. Oui, puis je pensais Après. aussi à des mesures comme pour avoir fait des études de faisabilité ou des essais randomisés,
en neuropsy, les gens vont souvent nous dire, ouais, mais tu n'as pas de mesures directes comme des tests neuropsy vraiment, par Oui, exemple, un Stroop ou un CPT oui. pour de l'agressivité ou avoir vraiment une mesure de planification d'organisation. Est-ce que vous pensez, je sais à quel point il y a un débat aussi là-dessus, puis ça ne mesure pas Mm. du tout les mêmes choses. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quand même un impact sur les tâches directes neuropsychologiques? Ou encore là, ce serait Je sais trop. pas, je l'ai utilisé dans ma thèse, c'était plutôt comme ça aussi, avec un essai randomisé sur la remédiation, et avec des mesures plus, bah pareil, CPT, test neuropsy. Je sais pas, parce que je trouve que ouais, là encore, je trouve que c'est tellement euh, très spécifique aux études, ce qu'on propose dans le mentorat. Je sais pas. Après, ça vaudrait toujours le coup d'essayer. Il faudrait qu'on fasse un. En fait, l'idée, c'était d'avoir déjà une cohorte un peu plus grande, puis après, on peut essayer effectivement de regarder, même s'il y a aussi un effet sur les symptômes, hein, c'est possible, sur des mesures un peu plus du fonctionnement exécutif au quotidien, et puis avoir des épreuves de neuropsy. Mais là, il faudrait, je pense, quand même, là encore, un suivi un petit peu plus long, avec un petit peu plus de lien, je pense, avec des avec bah, peut-être pas que études, stratégies quoi. Qu'on est là qu'on à mon avis qu'on agrandisse un petit peu plus les objectifs du mentorat. Ou peut-être que ça soit pas fait que par des étudiants aussi. Et donc, on va prendre la dernière question. Oui, en fait, je me demandais, est-ce que vous avez regardé, dans le fond, le niveau d'engagement, en fait, tout simplement vers l'activité de mentorat? Parce que souvent, on sait que, ben, il y a plein de gens qui peuvent s'inscrire à une activité, TDAH y compris, puis pas être intéressés ou le faire juste sur le côté parce qu'ils ont d'autres choses à gérer. Puis souvent, ça a un impact sur ce genre de choses-là. Je me demandais, L'engagement des gens qui ont des étudiants qui participent, hein, pas des mentors. oui, des participants. Ouais, ouais, alors ça on n'a pas, mais ça pourrait être intéressant. Mais globalement, ils étaient assez motivés parce que bon, déjà il y a un biais de volontariat parce on a mis un flyer puis ils m'ont écrit pour faire. Donc je pense que c'était déjà une preuve de motivation. Mais en fait, je pense qu'il y a des étudiants peut-être qui ont un TDAH et peut-être plus d'impact et puis qui participent pas. Peut-être plus dans ce sens-là, puis qu'eux, on les a pas, mais peut-être qu'on pourrait juste leur faire passer un questionnaire, par exemple, pour voir bah, quel est leur impact à eux, et peut-être que c'est plus compliqué pour eux, en fait, finalement. Parce que globalement, il y a eu il y a eu quelques attritions, là, mais plus en lien après avec des échanges universitaires, mais globalement, ils étaient assez motivés, et il y en a beaucoup aussi qui, à la fin, ont dit qu'ils aimeraient continuer. Donc c'est plus aussi un questionnement sur la durée. En fait, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir comme ça du mentorat, qui auraient aimé en avoir avant dans leurs études, et puis qui aimeraient en avoir pendant toute leur cursus universitaire. Merci beaucoup. Puis merci aussi pour le partage des diapositives. Donc, je pourrais les partager avec les étudiants du cours. Et Mhm. merci pour votre temps. Là, il se fait tard chez vous. Donc, merci d'être resté avec nous aussi pour la période des questions. Super, bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Aussi, la plateforme, c'est vraiment un outil. Ou si vous êtes intéressé par la thématique, à m'écrire. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bah, bonne nuit à moi et bonne fin de journée à vous alors. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.